Le petit thé, mon cher Roch, voici, professeur à la faculté de médecine de Cuba. Vous avez été l'un des initiateurs de cette façon d'envisager de manière plus naturelle le traitement de maladies, je dirais presque orphelines, parce qu'il n'y avait rien pour vraiment répondre. Entre autres, c'était la sclérose en plaques. Et vous avez obtenu des résultats incroyables grâce au venin d'abeille. Oui, alors ça, c'était la première partie de mon travail. Après, j'ai travaillé avec le professeur Descott comme collaborateur pour la cicatrisation des miels au CHU de Limoges. Ça, on va l'évoquer, mais on peut focaliser tout de suite d'abord. Sur la sclérose. Partons de la sclérose en plaques, qui est une maladie terrible, puisque aujourd'hui, il semble qu'on y soit condamné. Et là encore, dans l'idée, c'est-à-dire que vous allez nous expliquer comment ça fonctionne, mais il n'y a pas de guérison en tant que telle. Il y a, disons, une amélioration de la condition de vie du malade, c'est ça? Voilà, c'est un petit peu quand on se pique pour le diabète, eh bien, on ne règle pas du tout le diabète. On va aider la personne avec des piqûres d'insuline. Là, c'est pareil, là, on utilise le venin, mais c'est de l'empirisme. Mais ça améliore énormément 70% des cas. Même si certaines études qui d'ailleurs n'avaient pas des protocoles exceptionnels, ont voulu par ailleurs essayer de démontrer que ça ne fonctionnait pas. Mais on sait aujourd'hui que ça fonctionne et d'autres études sont venues corroborer l'empirisme de la situation. C'est vrai que le venin a une utilisation bien pratique, je dirais, aujourd'hui pour essayer de traiter quelque chose qui encore ne se traite pas. Alors comment fait-on? C'est-à-dire que je suis chez moi, je suis victime de la sclérose en plaques, je vois que ma situation se détériore au quotidien. Lorsque je vais avoir ce traitement au venin, vous m'envoyez des abeilles? Comment ça se passe? Non. Alors, nous, à Cuba, c'est en milieu hospitalier. Hein. D'accord. Que ça soit clair, c'était en milieu hospitalier, suivi par des neurologues et toute une équipe. Moi, je supervisais cette équipe, je l'ai formée et j'étais là, je dirais, pour leur enseigner les techniques. Mais sinon, suivant les pays, c'est très différent. Au Japon, par exemple, ils vont prendre le dard d'abeille, ils vont piquer sur les points d'acupuncture ou ils vont piquer directement sur des points, ce que l'on appelle gâchettes. Aux États-Unis, par contre, ils vont utiliser vraiment l'artillerie lourde. Là, on retrouve un petit peu la psychologie de chaque nation. Mais très clairement, aux États-Unis, ils vont utiliser les abeilles vivantes ou alors des piqûres directement avec du matériel spécifique. C'est un traitement au long cours? Oui. Et au quotidien ou c'est par période? Alors, une fois qu'on a démarré le venin et qu'on voit des critères d'amélioration, on garde le venin comme on garde l'insuline pour un diabétique. C'est donc au quotidien? Oui, non, c'est 2 à 3 fois par semaine. D'accord. Alors, c'est une demi-heure, 2 à 3 fois par semaine. On ne peut pas dire que ça soit extrêmement gênant, eu égard à la gravité de la pathologie. Est-ce qu'aujourd'hui, en France, il y a des centres spécialisés ou est-ce qu'on est obligé d'aller, vous avez parlé de l'Allemagne, la Belgique et autres, oui. sont en périphérie? Voilà, aujourd'hui, il y a quelques médecins qui le pratiquent, mais... À titre personnel et de façon clandestine? Exactement. D'accord. Voilà. Ce n'est pas reconnu par la faculté? Ce n'est pas reconnu ici par la faculté, ailleurs, oui. Comme la cicatrisation par le miel est un petit peu reconnue ici, parce que Descott avait fait un travail remarquable. Vous avez fait la transition de vous-même, voilà. Donc on sort, disons, de ce qui est proscrit au nom de la faculté, oui, mais reconnu ailleurs, pour entrer au CHU de Limoges, où il y avait le professeur Descott qui, lui, soignait même des grands brûlés grâce au miel. Alors là, il faut aller plus loin. Oui. Alors, le miel comme cicatrisant, il l'a prouvé avec son équipe d'infirmières. Moi, j'étais là en tant que conseil pendant ces 3 années avec lesquelles j'ai travaillé avec lui, avec son équipe. Mais très clairement, il a prouvé que le miel était extrêmement cicatrisant, bien meilleur que tous les produits qui existaient à l'époque, et même les plus chers. Et là aussi... Il gagnait, en gros, sur 35 jours d'hospitalisation, il gagnait 10 jours, ce qui n'est pas rien en termes émotionnels, en termes financiers et ainsi de suite, mais surtout aussi au niveau du prix. Et alors, bon, le prix, c'est une chose. Après, on se dit, si on a trouvé un produit miracle, tant pis, s'il coûte trop cher. L'essentiel, c'est le résultat. Là, ce qui est incroyable, c'est que le miel, en tant que tel, permet une très bonne cicatrisation. Oui, alors la peau est beaucoup plus souple en finalité. Il y a une granulation, une épidermisation, une granulation qui est remarquable. Et puis,
je dirais que la peau conserve sa souplesse et on retrouve même une pigmentation. C'est le plus long à revenir, il faut 2 à 3 ans quand il y a eu une plaie importante, même des éventrations et des choses comme ça. Mais on retrouve même ça. Donc on retrouve une peau qui a une texture tout à fait naturelle. Le fait qu'un professeur, comme le professeur Descott, dans un centre hospitalier, obtienne des résultats comme ça, est-ce que ça a éveillé une curiosité, une bienséance attentive de certains collègues, oui. Et est-ce que ça commence donc à se répandre? Oui, en France, ça commence à se répandre, pas autant qu'en Allemagne, en Australie ou en Angleterre, mais ça commence à se répandre. Il y a des produits qui se vendent en milieu hospitalier pour justement des miels, des combinaisons spécifiques de miel qui se vendent. Alors vous parlez de combinaisons, ça veut dire qu'on met plusieurs miels. Est-ce que le fait que tel miel, par exemple le miel d'acacia, le miel de thym, oui. Est-ce qu'il y en a un qui est plus efficace que les autres? Et s'il y a un mélange, est-ce qu'il nous faut avoir la subtilité du dosage? Oui, alors il y a plusieurs choses. La première des choses, c'est que c'est vrai que le miel de thym, de par ses critères anti-infectieux, c'est celui que nous avions testé à l'hôpital de Limoges qui était le plus performant. Donc oui, il y a des composants à l'intérieur et en particulier des molécules aromatiques bien spécifiques, mais de notre côté, la combinaison de certains miels vont aussi donner une stabilité du produit et une complexité moléculaire, mais qui va être stable lot après lot et qui va permettre un critère d'unicité du traitement, quelles que soient les étapes. Sans tomber dans les grandes pathologies, je dirais qu'au quotidien, il arrive à tout le monde de se brûler. Avoir un pot de miel de thym chez soi, c'est permettre d'avoir une sorte d'urgence de premier secours. Oui, alors évidemment, c'est tout à fait juste ce que vous dites, mais très clairement, de notre côté, il est prudent d'aller voir un médecin. Oui, mais avant d'aller jusque chez lui, est-ce qu'on ne met pas... Il ne faut pas que ça saigne, il ne faut pas que la plaie saigne, parce que le miel et le sang, il faut que, une fois que la plaie ne saigne plus, là on peut mettre du miel évidemment sur une plaie, mais encore une fois, l'obligation de réserve me dit il faut aller voir un médecin. D'accord. Le régime protéiné végétarien, on va voir tout à l'heure, c'est comment les abeilles nous permettent d'être végétariens en toute bonne conscience en ayant toutes les protéines. Restons quand même sur le côté comme ça, guérisseur de l'abeille bienfaisante. Oui. La propolis. Alors, la propolis, c'est... Alors, expliquons déjà ce qu'est la propolis. La propolis, c'est une cire qui protège les jeunes bourgeons, enfin les bourgeons sur les végétaux, et en particulier les arbustes et les arbres. L'abeille qui a bien compris que le végétal allait protéger son futur, son avenir, eh bien, elle va gratter cette cire, la récolte, en prend de différentes sortes, en fait une pâte dans laquelle elle rajoute évidemment de la cire, mais elle rajoute aussi un peu de venin, elle rajoute toute une combinaison d'éléments et elle en fait une pâte qui est noire ou brune ou jaune ou verte, suivant la source du végétal. Et là, elle en fait son médicament naturel. Et la propolis, cette combinaison de végétaux, va servir d'antibiotique de la ruche, d'antiviral et d'antifongique. C'est vraiment une panacée antimicrobienne au sens large du terme. L'extrapolation humaine, c'est quoi alors? Eh bien, on s'en sert au fond pour d'abord dynamiser son système immunitaire parce que c'est très efficace, mais aussi comme antioxydant et puis pour lutter contre des pathologies. Moi, j'ai dirigé pendant 4 années un service d'océomyélite multirésistante à Cuba et nous avons évité 240 amputations grâce à des combinaisons miel, propolis, huile essentielle. Et ces patients qui avaient des critères d'amputation avaient le choix ou de se faire amputer parce qu'il n'y avait plus d'autres critères, ou de venir dans notre service et de tenter l'expérience. On a quand même évité sur presque 292 patients qui sont rentrés dans le service, on a évité 284 amputations. Très bien. Alors, on pourrait continuer comme ça à décliner, ce qui peut-être fait frémir certains, mais la découverte dérange souvent. Alors notez l'information, allez plus loin dans vos propres recherches et vous verrez que Roch de Mérigot n'est pas un halluciné qui s'est levé le matin en disant joyeux. Voilà, je ferme avant. Voyons maintenant, il y a une grande tendance, c'est le vegan et puis les végétariens. Et puis on les monte du doigt, on dit mais ils n'auront pas tous les moyens de tenir en santé très longtemps. Il y a des manques. Et vous avez écrit un livre, Le régime protéiné végétarien, c'est-à-dire que
le vegan n'a rien de l'animal. Il n'est pas question que l'animal travaille pour nous. Oui. Bon. Donc l'abeille, on peut dire qu'on lui pique un peu de son labeur. Oui, absolument. Alors, restons avec un végétarien. Que peut-il trouver dans les produits de la ruche oui. pour son dynamisme, pour sa santé? Entre autres, il y a le pollen frais, c'est ça? Mais oui, c'est ça. En fait, en gros, l'abeille a deux sources. La première, c'est son carburant, c'est le miel. Elle a besoin d'énergie, elle va le chercher dans le miel, parce que le miel, ce n'est pas pour nous qu'elle le fabrique, c'est d'abord pour elle, c'est leur carburant. Et puis, il y a le pollen. Et le pollen, c'est le steak de l'abeille. C'est l'apport protéinique pour les abeilles. Eh bien, ce steak des abeilles, quand on le récolte, avec modération pour leur en laisser... Bien sûr, bah oui, voilà. On pique, mais adroitement. Oui. Adroitement. Elle pique aussi adroitement. Mais nous prenons la part qui est raisonnable. Et quand on prend la part qui est raisonnable et qu'on le congèle tout de suite et qu'on récolte ce pollen frais, il a un potentiel de vie extraordinaire, un potentiel protéinique qui est supérieur au steak, ou en tout cas égal à la meilleure des viandes, tout en apportant des bons éléments, alors que la viande a des éléments toxiques. Alors là encore, plusieurs points pour rebondir. Déjà, ça signifie que le pollen sec que l'on trouve à profusion, il perd de ses qualités. Moi, j'avais fait une émission avec le professeur Rémi Chauvin, qui a beaucoup travaillé sur la longévité, et qui m'avait dit on perd à tous. Voilà, que ce pollen frais, pour l'aider à bien l'assimiler, il fallait par exemple manger un fruit en même temps. Mais est-ce qu'il y a un pollen qui est plus vivifiant que l'autre? C'était le pollen sec. Non, le pollen frais. Ouais. Là, je suis étonné parce que c'est un Allemand, un professeur allemand qui a vraiment montré que l'assimilation du pollen frais ou sec d'ailleurs était dans notre tube digestif facilement effectuée. Il ne fallait pas le tremper. Ah non, mais ce n'est pas une question de facilité, c'était de créer une dynamique, une sorte d'amplification. Oui, d'accord. Voilà. Non. Oui. Et donc, restons sur cette idée. Il y a une grosse différence. Est-ce qu'il y a un pollen issu d'une fleur particulière qui serait meilleur que l'autre? Alors, les pollens issus de différentes fleurs, monofloraux, comme on dit, les pollens monofloraux sont avec des particularismes biochimiques très spécifiques qui donnent des orientations thérapeutique ou alimentaire bien spécifique, puisqu'on parle aussi d'une médecine de prévention dans ce cas-là. Bien sûr, c'est plus de la médecine, c'est dans la notion chinoise. Dans la notion chinoise. Lorsque on vous lit, parce que là encore, souvent, pour des raisons économiques, on dit, vous prenez une cuillère de pollen frais. Non, il faut prendre 3 cuillères pour être dans la densité. Voilà, c'est ça. Il faut prendre la juste dose, j'ai envie de dire, en fonction de ce que l'on veut faire. Si l'on veut faire un régime protéinique végétarien, on prend 3 cuillères à soupe le matin et 3 cuillères à soupe à midi ou 3 cuillères à soupe le soir. Et là, on a les 2 repas composés de pollen. Et puis après, on a un repas végétarien classique ou un repas social. Parce qu'on peut aussi ne pas être végétarien et utiliser cette méthode de régime. Bien sûr, je le fais. Roch de Mérigot, on va se quitter. Dernier point, on a parlé du pollen, on a parlé de la propolis, on a parlé du venin. Il y a un élément, qui est légendaire, la gelée royale. C'est une source de vitamine B, c'est la plus grande source de vitamine B de la nature. Alors oui, 1 gramme de gelée royale tous les matins. D'ailleurs, dans le régime, il y en a, avec des graines germées pour équilibrer l'ensemble et faire un ensemble cohérent pour un régime parfait.